On s'est déjà demandé comment les plus petites formes de vie sur Terre font pour se nourrir, pour survivre. C'est tout un monde invisible avec des stratégies alimentaires absolument fascinantes. Allez, c'est parti, explorons ensemble le guide de l'alimentation d'un microbe. La question a l'air toute simple, mais la réponse, elle, est d'une complexité incroyable. Pour pouvoir survivre, ces organismes microscopiques ont dû développer des régimes alimentaires d'une diversité à peine imaginable. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à leur menu ? Pour s'y retrouver, voici notre plan de route. D'abord, on va voir les 4 grandes stratégies alimentaires. Ensuite, on se penchera sur les ingrédients essentiels à la vie. Puis comment ces ingrédients réussissent à entrer dans la cellule. Et pour finir, pourquoi tout ça est si important. On commence par la base de la base. Pour classer les microbes, on peut en fait les trier en 4 grands groupes. Tout dépend de la manière dont ils se procurent leurs 2 ressources les plus vitales. D'un côté, le carbone, pour construire leur structure, et de l'autre, l'énergie, pour faire tourner toutes leurs petites usines cellulaires. Ce qui est génial avec ce tableau, c'est que les noms nous disent tout. Si on voit photo, ça veut dire que l'énergie vient de la lumière. Chimio, l'énergie vient de réactions chimiques. Ensuite, auto signifie que le microbe fabrique son propre carbone à partir du CO2, un peu comme les plantes. Et hétéro, ça veut dire qu'il doit manger des composés organiques qui ont été fabriqués par d'autres. La plupart des microbes componés, y compris ceux qui sont dans notre système digestif, sont des chimio-hétérotrophes. Bon, maintenant qu'on a vu les grandes stratégies, passons aux détails. De quels ingrédients, concrètement, ces microbes ont-ils besoin ? C'est quoi leur liste de courses pour construire une cellule qui fonctionne ? À première vue, on pourrait se dire qu'un microbe, c'est surtout de l'eau. Mais en fait, toute la complexité se cache dans les 10 à 20% qui restent. C'est là qu'on trouve les protéines, les lipides, l'ADN, bref, tout ce qui fait qu'une cellule est vivante. Et pour construire tout ça, il faut des matières premières bien précises. Et les voici, les 6 éléments fondamentaux, les véritables briques de construction de la vie. On les résume souvent par l'acronyme CHONPS. Chaque lettre est un pilier. Le carbone, c'est le squelette de toutes les molécules. L'azote est crucial pour les protéines. Et le phosphore, lui, est au cœur de la monnaie énergétique de la cellule, la fameuse ATP. Le rôle du carbone est vraiment le point central à retenir. C'est l'armature sur laquelle toutes les autres molécules importantes de la vie viennent s'accrocher et s'organiser. Sans carbone, eh bien, pas de protéines, pas d'ADN, pas de vie comme on la connaît. Et là, on arrive à quelque chose de passionnant. Toute cette diversité de régimes microbiens ouvre la porte à des applications pratiques extraordinaires. L'une des plus prometteuses, c'est la biorémédiation, en d'autres termes, la dépollution par le vivant. L'idée est toute simple, utiliser l'appétit des microbes pour nettoyer notre environnement. Cet exemple est juste parfait pour illustrer le concept. Pour nous, et pour la plupart des organismes, les colorants industriels sont toxiques. Mais pour une bactérie comme Yangia pacifica, ce n'est rien d'autre qu'une source de carbone et d'énergie. C'est un repas. Et en se nourrissant, elle nettoie l'eau. C'est incroyable. Allez, on passe à la mécanique. C'est bien beau d'avoir de la nourriture à disposition, mais comment le microbe la fait-il entrer ? Comment les nutriments arrivent-ils à passer la porte d'entrée de la cellule ? La clé de tout, c'est la membrane cellulaire. Il ne faut surtout pas l'imaginer comme un simple mur. C'est bien plus que ça. C'est un portier, un videur ultra sélectif qui décide qui a le droit d'entrer et qui doit rester dehors. Alors, pour les petites molécules, il y a des moyens assez simples de passer. La diffusion passive, c'est pour celles qui peuvent se faufiler directement à travers la membrane. Pour d'autres, comme les sucres, il faut ce qu'on appelle la diffusion facilitée. C'est comme une porte spéciale, une protéine qu'on appelle une perméase, qui s'ouvre juste pour laisser passer une molécule bien précise. Et le point commun de ces 2 méthodes, ça ne coûte absolument aucune énergie à la cellule. Mais que se passe-t-il quand les nutriments se font rares à l'extérieur ? La cellule, elle, doit quand même pouvoir en accumuler. Et c'est là qu'intervient le transport actif. C'est un mécanisme qui va littéralement pomper les nutriments à l'intérieur, même si la concentration est déjà beaucoup plus élevée dans la cellule. Forcément, un tel travail, ça a un coût. Voilà comment ça se passe. C'est un petit balai en 3 temps. D'abord, une protéine de transport attrape le nutriment dehors. Ensuite, la cellule dépense de l'énergie, le plus souvent de l'ATP, pour forcer la protéine à changer de forme. Et hop, le nutriment est relâché à l'intérieur. C'est un système hyper efficace pour faire des réserves. L'ATP n'est pas la seule batterie disponible. Les cellules sont très ingénieuses, elles utilisent aussi ce qu'on appelle la force protomotrice. C'est une sorte d'énergie électrique, une différence de charge de chaque côté de la membrane qui va alimenter 3 autres types de transport. Le premier système le plus simple, c'est l'unipore. Une protéine de transport est spécialisée pour faire passer un seul type de molécule dans une seule direction. C'est une autoroute à sens unique, tout simplement. Ensuite, on a le symport. Là, c'est un système de covoiturage. La protéine fait entrer 2 passagers en même temps. Par exemple, un nutriment qui va profiter du passage d'un proton pour franchir la membrane avec lui. Et pour finir, l'antipore. Pensez à un tourniquet. Pour qu'une substance puisse entrer, la cellule doit en faire sortir une autre en même temps. C'est un système d'échange. Un entrant
pour un sortant. Après ce voyage au cœur de la cellule, prenons un peu de recul. Pourquoi est-ce si fondamental de comprendre comment ces organismes mangent? Eh bien, parce que leurs actions, même à une échelle microscopique, ont des conséquences absolument gigantesques pour nous tous. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on retient? On a vu que les microbes ont des régimes alimentaires hyper spécialisés, qui sont tous faits avec les mêmes briques de base, et qu'ils ont des systèmes de transport dignes de la haute technologie. Mais le point crucial, c'est que si on comprend leur alimentation, on peut exploiter leur potentiel. Oui, que ce soit pour cultiver une bactérie très spécifique en laboratoire ou pour déployer une armée de microbes pour dépolluer un site industriel, tout repose sur notre capacité à leur fournir le bon menu. Contrôler leur nutrition, c'est en fait diriger leur action. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. On commence à peine à gratter la surface de ce que le métabolisme microbien peut nous offrir. S'ils peuvent déjà nous aider à nettoyer nos propres erreurs, quelles autres solutions incroyables à nos plus grands défis se cachent dans leur appétit? Le champ des possibles est tout simplement immense.